Bonjour à tous. Ça fait bizarre d'être face à une salle vide et de s'adresser surtout à des gens à distance. Euh, J'en profite pour enlever mon masque peut-être. Yep. Donc c'est un des avantages des salles vides, c'est que je peux enlever mon masque. Donc voilà, je vais commencer à parler du sujet qui nous réunit ici. Et d'ailleurs, ça tombe bien que je commence par dire sujet qui nous réunit ici, puisqu'en fait le terme titre de la conférence, c'est-à-dire Shutai, on pourrait le traduire par sujet, mais pas sujet dans le sens thème, sujet dans le sens, euh, on va dire, quand on entend sujet, par exemple dans une phrase, ou sujet actif dans l'histoire, ou personne, en fait, en gros, le sujet, c'est dans le cadre d'une histoire, par exemple, c'est la personne active dans l'histoire. On va dire ça, parce que, et Shutai, c'est un terme qui a servi à traduire un texte de Karl Marx, le test sur Feuerbach. Et ce texte-là, donc c'est un texte qui tente d'expliquer comment une chose comme une révolution est possible, qui tente de faire comprendre que, en effet, les individus, les sujets de l'histoire, c'est-à-dire nous, on peut agir sur l'histoire. Puisqu'il y a deux manières de voir l'histoire. On peut la voir comme étant une force extérieure, c'est-à-dire une force sur laquelle on ne peut pas agir, dans laquelle on est prise. Et aussi, on peut aussi la voir comme quelque chose dans lequel nous sommes tous concernés et dans lequel nous agissons. Donc, Karl Marx, pour dire ce sujet-là, qui n'est pas juste un sujet qui observe l'histoire de loin ou qui l'analyse, va utiliser le terme de, enfin, sujet, lui, il va dire sujet, va dire le sujet de l'histoire, voilà, qui est un sujet actif sur l'histoire, c'est-à-dire c'est pas un sujet, c'est le sujet qui produit l'histoire. Parce que pour Marx, en fait, le plus important, c'est le travail. C'est pas la connaissance. Il n'y a pas d'un côté la théorie et d'un autre côté l'action. Pour Karl Marx, en fait, la théorie et l'action doivent fonctionner ensemble. C'est pour ça qu'on dit souvent que Marx a mis fin à la philosophie, c'est que pour lui, il faut, justement, dans le test de Feuerbach, dans le test sur Feuerbach, il faut arrêter avec la philosophie. La philosophie a fini son histoire et il est temps d'agir sur l'histoire, d'arrêter de philosopher. Donc, de passer à l'action. On pourrait dire ça. Parce qu'on a trop regardé le monde, il est temps d'agir sur lui. C'est les tests sur Feuerbach. Et il va employer le terme sujet dans ces tests sur Feuerbach. Et quand le texte va atterrir dans les mains des Japonais, ils vont choisir un terme qui était assez peu utilisé, en fait, shutai, pour traduire ce sujet très précis, qui est le sujet actif. Et donc, enfin, vu que maintenant j'ai expliqué pourquoi j'ai employé Shutai, puisqu'en fait, ils auraient pu utiliser un autre terme qui veut aussi dire sujet, parce que les Japonais sont souvent sont un peu compliqués, en fait, ils ont une terminologie très, très abondante pour dire les mêmes termes. On peut bien sûr penser, je ne sais pas si parmi d'entre vous on fait du japonais, mais pour dire jeu, par exemple, il y a au moins 5-6 manières de le dire, beaucoup, atashi, ware, etc. Euh, ou atashi pour les jeunes femmes ou les femmes. Et pour le sujet, c'est pareil. Il y a Shutai, il y a Shukan. Shukan, c'est plus le sujet qui observe. Et Shutai, c'est le sujet corps. C'est le sujet qui fait corps avec la matière, donc qui travaille, si on veut traduire, si on parle de la traduction de Karl Marx par les Japonais, c'est le sujet qui travaille, qui fait corps avec la matière, qui la transforme, et en la transformant, qui produit l'histoire humaine. Pas d'une manière théorique, mais d'une manière pratique. Donc, maintenant, je vais montrer un extrait de film et vous allez commencer à comprendre pourquoi tout ceci, le terme Shutai, a à voir avec l'histoire du cinéma.
Bon, déjà, il faut que j'arrive à retrouver mon extrait. Ça ne va pas être simple. Donc, l'extrait de film que je montrais, c'est un film d'un cinéaste qui s'appelle Nagisa Oshima. Donc, c'est un cinéaste assez connu qui correspondra un peu à un Jean-Luc Godard, mais au Japon. Je vais. Comment ça marche ça? Zoom. Retourner à la réunion. Donc là, normalement, vous avez l'écran de l'extrait du film. Je vais lancer. カメラってやっぱりすげえな。なんか歴史をものすごく美しく飾り立っていくだろ Il manque les sous-titres. 歴史を美しく飾り立てるってどういうことよ。う。うん。歴史っていうのはさ、俺たちと関係ないところで動いてたみたいだけどさ、ライブしてるって感じだぜ。俺はさ、街頭闘争やってたよな。お前も知ってるように。去年の秋だったよ。だけどさ、あのままじゃさ、歴史と全く平行線をたどっちゃってさ、何かものすごい虚しい気分になった時があったんだよ。その時、何だったかな。よく思い出せないんだけどさ、とにかくどっか独立プロの記録映画見たんだよ。そしたらすごくよくてな、俺引きつけられたんだけどさ、カメラってやっぱりすげえな。なんか歴史をものすごく美しく飾り立っていくだろ歴史を美しく飾り立てるってどういうことよ。う。うん。歴史っていうのはさ、俺たちと関係ないところで動いてたみたいだけどさ、なんかカメラを通してみると、ものすごく優しく感じられるんだよ。そうなんだよ。お前が映画をそういう風に感じたってことはさ、要するにお前のそれまでの街頭闘争が破産したってことなんだよ。だからそういう映画を突破口として、新しい闘争に出発するって意味において、俺たちの仲間に入ってきたんだろうん。まあそうかな。だったらさ、映画が歴史を美しく飾り立てていくなんて言い方はおかしいじゃないかよ。映画を媒介として、現実と直面するっていうそのことが映画を武器にするってことじゃないの？うん、そうだよな。映画っていうのはさ、想像主体がいかに現実と取り組んでいくかってことなんだよな。うん。その中でさ、主体と現実が批判し合ってさ、現実にとっても主体にとっても武器となっていくのが映画なんだ。そうだよ。うん、そうだよな。でもフィルムに映ったものは美しく飾られてるってことに変わりないじゃない。それじゃあ美男美女がチャラチャラ踊り回ってる映画が一番映画らしい映画だってことになるじゃないの。そうだよ。想像主体の欠落だよ。Donc, fin de l'extrait. Donc, vous l'avez vu, sous-titré en français. En fait, je me suis dit j'allais montrer un extrait du film d'Oshima pour illustrer cette histoire de Shutai. Ce n'est pas perceptible du tout dans le sous-titrage français, mais à un moment des dialogues, les personnages utilisent le terme Shutai. Ils l'utilisent 2-3 fois. D'abord, je vais vous expliquer dans quelle situation je me suis retrouvé. En fait, je n'avais pas vu l'extrait avec les sous-titres français. J'avais vu 2 versions. J'avais vu la version japonaise et la version sous-titrée en anglais. Et en fait, en revoyant l'extrait en français, je me suis dit, mais en fait, le sous-titrage ne traduit pas du tout l'idée que j'ai comprise en regardant l'extrait. Donc, en fait, je me suis retrouvé à devoir retrouver les sous-titrages anglais pour vous les partager, parce qu'en fait, j'imagine que le japonais n'est pas très... n'est pas partagé par... Enfin, le japonais, peut-être certains d'entre vous apprennent le japonais, mais peut-être que vous n'êtes pas tous capables de le comprendre. Donc, je vais vous montrer maintenant, si vous avez bien retenu un peu le dialogue là, je vais vous montrer les extraits, les mêmes extraits, mais avec le sous-titrage anglais, et je vais commenter ça, parce qu'on va voir pourquoi voilà, il y a des problèmes de traduction de la Shutai, et je vais expliquer c'est quoi ces problèmes de traduction, parce que ils ont été au cœur de mon travail de recherche en thèse, donc je vais vous montrer ça. Je vais juste faire le partage d'écran.
Donc, il y en a là dans le Zoom, c'est ça? Ok, c'est bon. Admettre. On a dû interrompre pour admettre des personnes. Donc, je lance l'extrait. Enfin, je lance l'extrait avec les sous-titrages en anglais. Ah, mais là, avec tous ces écrans, je suis vraiment paumé. Donc là, normalement, vous avez une première page où il y a écrit Shutai. Normalement, donc vous me dites si vous ne la voyez pas. Normalement, vous avez une page de... Ouais, je commence à la défiler. Donc, si vous vous souvenez bien de l'extrait, on va commencer par dire le contexte. Donc, en fait, les étudiants, les jeunes que vous voyez, que vous avez vu dans l'extrait, ça correspondrait un peu à ce qu'on voit en France dans les années 1968-69, c'est-à-dire c'est des petits groupes de jeunes qui font du cinéma militant. Donc, ils sont réunis, ils discutent de révolution et ils discutent des moyens de faire la propagande, mais aussi de réfléchir à ce qu'est la révolution à travers le cinéma. Donc là, vous avez un premier... Donc, pour vous donner le contexte, là, je fais un parallèle avec le contexte français. Donc, en France, il y a ce qu'on appelle le ciné-tract. Donc, Godard dit que c'était une idée de Chris Marker, autre grand cinéaste d'extrême gauche, de gauche français. Et il dit, voilà, avec le magnétoscope, c'était un moyen simple et peu cher de faire du cinéma politique pour une section d'entreprise ou un comité d'action, puisque la bobine coûte 50 francs tout compris. 50 francs, c'est combien en euros, ça? C'est à peu près 50 francs, c'est combien en euros? C'est un peu plus de 5-6 euros, il me semble. Donc 50 francs tout compris. Et surtout, l'intérêt est moins la diffusion que la fabrication. Ça a un intérêt local de travailler ensemble et de discuter. Ça fait progresser. Et puis, la diffusion peut se faire dans les appartements et dans les réunions. Donc, en fait, là, je vous donne ce petit extrait c'est des paroles de Godard. Donc. Et donc, ce qu'il dit là, ça pourrait correspondre au contexte que je vous ai montré, l'extrait de film que je vous ai montré, avec ces jeunes qui sont autour de la fabrication d'un film et qui parlent de révolution et de militantisme. Je passe à l'image suivante. Là, on va commencer à revoir le film. Donc là, on passe au sous-titrage en anglais. Donc là, vous voyez, en fait, le personnage, il a ce sentiment, enfin, vous l'avez lu en français, que l'histoire se mouvait à côté, enfin, bougeait, enfin, se développait à côté de lui, quoi, mais sans qu'il soit impliqué. Il dit qu'il ne s'est pas souvenu des luttes, mais qu'il a vu un documentaire, un film indépendant. Il y avait un très beau travail de caméra, c'était fantastique, etc. Et là, déjà, il y a un écart de traduction. Dans la traduction française, il dit ça embellit l'histoire. Mais dans la traduction anglaise, il dit juste ça illustre l'histoire. Illustrer, ce n'est pas embellir l'histoire. Donc, une personne lui demande qu'est-ce que tu veux dire. Donc, il semble que l'histoire, ça vous l'avez vu en français, se meut en dehors de nos vies. Mais la caméra rend l'histoire familière et personnelle. Et là, l'autre lui dit, ouais, donc c'est de cette manière-là que tu vois le cinéma, tu vois le processus de faire des films. Les manifestations auxquelles tu as participé ont été des échecs. Et tu as rejoint notre groupe pour utiliser le cinéma comme moyen de lutte. Donc, celui qui faisait tout le discours avant dit oui, en effet. Enfin, ouais. Et l'autre lui dit, ouais, dans ce cas-là, l'idée que le cinéma illustre l'histoire, ça ne fonctionne pas.
Sauf comme je vous l'ai dit, dans la version française, disait le film illustre l'histoire. Donc, on a carrément deux significations différentes. Donc là, je reprends le titrage français. Quand tu dis que le film embellit l'histoire, mais vous voyez très bien que en anglais, c'est le film illustre l'histoire. Ce n'est pas embelli. Ce n'est pas cohérent. Et là, en anglais, il dit tu utilises le film comme un médium pour te confronter à la réalité. C'est comme ça que le film devient une arme. La traduction, c'est à peu près la bonne, c'est à peu près une traduction similaire à celle de l'anglais. Le fait de faire face à la réalité à travers le film, c'est se servir de film comme une arme, non? Donc là, on va rentrer dans la partie où la traduction se gourre totalement, la traduction française. Donc là, il va commencer à parler de la relation entre la réalité et le soi créateur, le soi qui crée en fait le film. Et ce soi créateur, c'est, et je vous remets la traduction française, en fait, la traduction française va traduire le concept de soi créateur, creative self, par le réalisateur. Donc, en fait, on passe d'un terme théorique, c'est-à-dire le soi-même qui crée, à un terme plutôt, c'est banal, le réalisateur. Donc, dans la version française, en fait, tout l'aspect théorique du terme est effacé. Et donc, ce soi créateur, en fait, c'est la shutai, c'est la traduction de shutai en anglais. Donc, on voit très bien que là, on a un gros problème dans les deux, surtout dans les versions françaises, c'est que le terme shutai, en fait, il est traduit par réalisateur en français et par soi créateur en anglais. Mais la traduction anglaise est plus proche de l'idée, puisqu'en fait, shutai, c'est un concept, donc en gros, c'est le sujet actif, donc c'est le sujet qui agit sur la production de l'histoire, et donc c'est un sujet, là, le réalisateur, on va dire que le réalisateur, il agit sur la relation entre son film et la réalité. Donc, comme son film est un moyen de lutte, ce n'est pas un film qui se regarde uniquement, c'est un film qui a pour objectif de donner un point de vue sur le réel, mais qui peut mener à des prises de conscience, à des actions qui ont un effet sur l'histoire, dans le sens marxiste. C'est pour ça que pour eux, en fait, faire des films, ce n'est pas juste les regarder, c'est aussi en faire des moyens d'action. Donc, ce soi créateur, c'est Shutai Sei, parce qu'il faut rajouter le Sei, en fait. Shutai, c'est sujet, Shutai Sei, c'est subjectivité. C'est celle qui peut, qui peut changer le monde et qui peut rendre possible de penser l'histoire comme quelque chose sur lequel on peut agir. Et là, on va continuer dans les traductions un peu, les écarts de traduction. Donc là, il reprend le terme Shutai, Creative Self. Donc la réalité et la Shutai Sei se combinent dans une relation mutuelle critique. C'est-à-dire, si vous avez bien suivi les écarts de traduction, donc le soi créateur, c'est-à-dire dans le cas du film, c'est réalisateur, en fait, c'est la subjectivité du réalisateur qui fait le film. Donc, se combine à la réalité dans des relations mutuelles de critique, en fait. C'est-à-dire la réalité, c'est ce qu'on appelle la dialectique en théorie marxiste. Donc, c'est en fait le réalisateur, en faisant son film, il se confronte à la réalité. Donc, il va critiquer la réalité, mais la réalité, en retour, va le critiquer aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation dialectique de critique, en fait, entre le réalisateur et la réalité. C'est ce que veut faire aussi sentir un peu la traduction française en disant ton film te permet de te confronter à la réalité. Donc, la traduction, voilà, c'est le réalisateur et la réalité entrent en résonance, la traduction française. Donc, le réalisateur veut remplacer ça par Shutai Sei. Et le film devient une arme pour tous les deux. Sauf que dans la traduction anglaise, on n'a pas à nouveau l'idée d'arme, on a plutôt l'idée de
dialectique, c'est-à-dire du critique mutuel entre la réalité et la Shutaisei. Donc là, par contre, il vient traduit, il dit voilà, tu as raison. Et là, c'est la pire. Là, je crois que c'est le pire moment de traduction. Donc la jeune fille dit, mais l'image du film, elle est descriptive, c'est-à-dire elle est objective en fait. Elle ne prend pas parti, ça veut dire ça. Sauf qu'en français, ils ont traduit ça par « mais les images sont toujours plus belles que la réalité ». Donc, il y a un écart, il y a un écart assez terrible. Donc, mais je vous assure que la traduction anglaise est plus proche de l'idée qui est donnée en japonais. Donc voilà. Et là, il y a un deuxième personnage de jeune fille qui dit, donc le film idéal, ça serait une danseuse gracieuse, un couple de danseurs gracieux, voilà, qui danserait en fait. Là, on a, c'est bon, la traduction en français, elle a bien capté le truc, mais c'était pas, voilà. Et là, autre moment de terrible traduction, en français. Donc là, le personnage dit, en critiquant celui qui, le jeune homme qui est à côté de la table de montage, ta théorie ignore en critiquant aussi les deux femmes quand même, ignore l'autonomie créatrice, c'est-à-dire la Shutaisei, ou du moins la minimise en fait. Et là, la traduction française a juste traduit par « oui, ça manquerait de profondeur ». donc, en fait, moi, je me suis retrouvé devant le film, je me suis dit, ouais, en fait, au départ, je me suis dit, je vais juste montrer un extrait, ils vont saisir l'idée, mais quand j'ai vu la traduction française, je me dis, en fait, il faut la revoir en regard de la traduction anglaise, parce qu'il y a un gros problème de compréhension, et on serait parti sur de très mauvaises bases. Donc là c'est bon, on est parti sur des bases, je crois, à mon avis, bon, j'étais un peu long, mais on va dire qu'on est parti sur des bases à peu près, vous avez bien compris que la traduction française, je ne pouvais pas la montrer sans, on va dire, son dialectique, son critique de la réalité de la langue, la réalité de la langue japonaise à laquelle vous n'avez pas accès, mais je vous dis, voilà, c'est Shutaisei. Et vous avez bien vu quand même que Shutaisei est traduit par le soi créateur, en fait, le soi qui crée, en fait, en anglais. Bon, je reviens. Cette fois, je vais vous faire écouter un extrait de... J'espère que le son va passer. Extrait de l'introduction à l'esthétique de Masakazu Nakai, édition Les Presses du Réel, traduction de Michael Luquen, pages 103 et 104. L'espace coupe. Pouvoir couper au ciseau la pellicule, puis la recoller à l'acétone, a constitué une grande révolution dans le monde de l'art, bien plus qu'on ne le pense d'ordinaire. Quand une scène est accolée à une autre montage, chacune d'elles propose à l'homme un visage distinct. Mais il manque pour faire ce travail ce qu'on appelle en grammaire des copules, comme être ou ne pas être. Un espace schéma impassible est donc relié à un autre par une coupe sans copule. Même si le réalisateur essaie de donner du sens au raccord de ces coupes, il ne saurait exiger du spectateur une explicitation articulée, comme avec une pièce de théâtre ou un roman. Car le lien entre les sections des espaces schémas dépend des propres sentiments de la masse des spectateurs. Ce qui unit actuellement dans les films ces représentations de la sensation que sont les coupes des espaces schémas est le sentiment de privation inhérent à l'orientation du désir historique des masses, c'est-à-dire aux contradictions engendrées par leurs conditions sociales. En même temps, celui-ci n'est rien d'autre que leur subjectivité historique, Kishiteki Shutaisei, qui, tel l'acier, transperce l'histoire sur toute sa longueur. Pour le dire de manière inversée, les coupes entre les plans impassibles des espaces schémas réarment
le désir qu'ont les masses d'être des sujets historiques. Extrait de l'introduction. Bon, en fait, j'ai fait lire le truc parce que j'avais un peu la flemme de le lire, mais je vais reprendre le. Donc, en gros, là, on a un extrait du théoricien Lashu Taisei, en fait, qui a rendu le terme populaire au Japon et qui a permis aux cinéastes d'avant-garde de se l'approprier. Donc, c'est Masakazu Nakai, qui est un philosophe qui est né en 1900 et qui est décédé dans les années 50. Et c'est un cinéaste donc, qui va employer le terme de Shutaisei en direction du cinéma. C'est-à-dire, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, je vais remontrer des images parce que c'est important. En fait, ce qu'on appelle la coupe au cinéma, c'est vraiment la coupe au montage, c'est-à-dire c'est ce que vous avez vu dans le... non, je vais remettre ça. Ce travail de montage-là, par exemple. Attendez, je vais... Celui-là. Donc, ce travail de montage-là, qui consiste à... Parce que nous, on ne le voit plus maintenant qu'on est sur Final Cut, etc., qu'on est sur des trucs dématérialisés. Mais quand on dit la coupe, c'est vraiment quelque chose de concret à l'époque, en fait, dans les années... Enfin, jusqu'à ce que le cinéma en pellicule disparaisse. La coupe, c'est vraiment... c'est une coupe, en fait. C'est ce que vous avez vu. Je remets les extraits. Il y a tout ce passage où le personnage parle de... Ah, tu aimes vraiment les films, on dirait que tu caresses la pellicule, parce qu'en effet, c'est quelque chose de physique, le film. On dit film parce que c'est quelque chose de physique. Et donc, il parle de son impuissance à... Donc là, voilà. Là, c'est la bande de montage. En tout cas, donc la coupe, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est en gros, c'est ce qui sépare deux plans. Et donc, Masakazu Nakai, lui, va dire que la coupe, c'est l'endroit en fait où la subjectivité peut s'introduire. Parce que, en gros, chaque plan, normalement, si on est dans du pur cinéma, si on est dans quelque chose de descriptif, d'objectif, dans le sens où quelque chose qui est capté et qui s'introduit par le biais de la lumière sur la pellicule, si on est dans quelque chose comme ça de très descriptif, normalement, on pourra dire que le plan lui-même, le plan filmé, n'offre pas d'espace à la subjectivité. Si on prend un plan de cinéma en soi, normalement, théoriquement, en fait, on a quelque chose de descriptif, donc quelque chose d'objectif. Pour Masakazu Nakai, l'endroit où vraiment, non seulement le réalisateur va introduire sa propre subjectivité, mais en plus, le spectateur va rentrer, lui aussi rentrer sa subjectivité, c'est au moment de la coupe. C'est-à-dire, c'est le choix de passer d'une image à une autre. Donc, dans cet espace-là de la coupe, on passe du descriptif au choix en fait, de créer un certain rythme, de créer une certaine temporalité et aussi de changer quelque part d'espace. Donc, en fait, la coupe permet de faire du film autre chose qu'un pur enregistrement de choses qui se présentent devant la caméra. Donc, la grammaire du film va se faire au niveau de la coupe et au niveau du montage. Et souvent, Godard rejoint un peu ça, parce que Godard dit souvent « montage, mon beau souci ». Il disait « montage, mon beau souci ». Il disait que pour lui, le cinéma, c'est vraiment au moment du montage que ça se fait, parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, le sens même de ce que va pouvoir montrer le réalisateur
à la fin de la production du film, va se produire. Et ce sens-là, ce qu'on appelle le sens, c'est le lieu de la subjectivité. C'est-à-dire le descriptif en lui-même n'a pas de sens. Le descriptif, il est juste une présentation de ce qui a eu lieu d'une manière inorganique. La traduction que donne Michael Huken pour traduire la pensée de Masakazuna Akai quand il parle de l'image cinématographique, c'est inorganique. L'image cinématographique est inorganique. Elle est froide, détachée, etc. Et c'est vraiment le montage qui va introduire la subjectivité. Après, on pourrait dire, oui, mais il y a aussi des angles de prise de vue, il y a un type de lumière, etc. En effet, l'image photographique est là, on va dire, une sensibilité qui n'est pas juste mécanique. Mais cette sensibilité-là, cette beauté qu'on peut voir dans le plan même, quelque part, on va dire que ouais, Nakai n'en parle pas assez. Il fait de l'essentiel du lieu de l'entrée de la subjectivité la coupe, mais la subjectivité peut aussi pénétrer dans le plan quelque part. Quand on est ému par une photographie ou par un plan de cinéma, on ne peut pas dire que notre subjectivité n'a pas pénétré l'intérieur du plan. Si notre sensibilité a pénétré l'intérieur du plan, le plan n'a pas été analysé comme un objet purement, comme une chose purement objective et descriptive. Quelque chose nous est parvenu qui était de l'ordre de la sensibilité. Sauf que là, quelque part, je dirais que cette sensibilité-là du plan seul, c'est une sensibilité qui n'est pas encore dialectique, on va dire, qui n'est pas encore dialectique, qui n'est pas encore qui n'est pas encore, du moins, dans le questionnement en fait, du temps, de l'histoire, etc. Donc, en fait, il faut que des plans se suivent. Il faut que le changement de plan, grâce à la coupe, fasse suivre plusieurs situations pour que quelque chose, au-delà de la simple appréciation contemplative de l'image, advienne. Donc, c'est un peu ça, la manière dont je me réapproprie la théorie de Nakai. Maintenant, je vais vous donner le contexte un peu plus général du lieu où se trouve cette Chutai. Donc, on a parlé de lutte, etc., mais on n'a pas le contexte. On sait que des gens luttent, qu'ils ont comme référence le marxisme, que la Chutai au Japon a eu une importance pour les cinéastes par le biais du philosophe Masakazuna Akai. Mais c'est quoi ces luttes, en gros, et qui sont les personnes qui sont impliquées dans le domaine du cinéma? On va le voir avec quelques extraits. Donc là, l'extrait que je vais vous montrer, c'est un film d'un cinéaste, un grand ami de Nagisa Oshima, dont on a vu un extrait avant, c'est Wakamatsu Koji, qui est un cinéaste politique pareil, d'extrême gauche. Je vais vous montrer l'extrait. Enfin, si là, on est bien sur la bonne image. Voilà.いうことが同時に一つの世界革命、つまり世界革命戦争を引き起こしつつあるんや。この革命戦争は防御、対峙、構成という発展的構造を持ち、ベトナム戦争はまさにその対峙段階だ。ブルジョアによって仕掛けられたその対峙段階からプロレタリアートが主体となる構成段階を創出することが我々の革命的任務だよ。
1968年10月21日、国際反戦デーのこの日、学生と市民が新宿の繁華街で警察と激しく衝突した。米軍の横田基地へジェット燃料が補給されるのを阻むためだった。この夜、その燃料輸送の実力阻止を訴える学生たちは新宿駅を占拠。警察は騒乱罪を適用した。暴動を鎮圧するための法律だった。1969年1月18日早朝、東京大学の本郷キャンパスに約8500人の機動隊員が入った。安田講堂とその周辺の建物を占拠する全教頭の学生たちを排除するためだった。学長代行の加藤一郎は文部省からその年の入学試験を行う最終的な条件としてバリケード封鎖の解除を求められていた。安田講堂の封鎖を支持する学生たちによってお茶の水駅周辺の大学内にバリケードが築かれた。いわゆる神田解放区闘争だった。激しい抵抗により安田講堂に籠城する学生たちの排除は翌19日に持ち越された。Donc, je vais quand même arrêter sur une image, peut-être, ça sera plus... Voilà. Donc là, on a un peu plus le contexte général. Là. Donc, je vous ai dit Shu Taisei, je vous ai renvoyé au marxisme, à la traduction japonaise du marxisme, à la manière dont les cinéastes ont compris le terme via le philosophe Masakazu Nakai. Et comme je vous l'ai dit, ils l'ont compris en fait comme... pour les cinéastes, en fait, s'approprier la Shutai, c'est ne plus voir le cinéma comme un spectacle, c'est le voir comme un moyen de lutte. Donc, il y a une phrase de Godard que j'aime bien, ce qui dit pour apprendre à armer un fusil, vous pouvez écrire un poème, vous pouvez soit écrire un poème ou soit écrire un tract. Mais le plus efficace, c'est d'écrire un tract, en fait. Donc Godard avait cette idée-là. Et il l'avait à l'époque où il s'était radicalisé dans les années entre 68 et 72, puisqu'en France aussi, on avait des luttes du même type, c'est-à-dire, là, on a vraiment un contexte, là, je vous donne le contexte japonais, des étudiants, des jeunes, etc., qui luttent, mais en Europe aussi, il se passe des choses similaires, vous connaissez tous mai 68, en Allemagne aussi, en Italie, etc. Et je dirais que ce qui fait que tout le monde se sent concerné par cette lutte-là, et que toute cette lutte-là est perçue comme étant une lutte mondiale, et qu'on retrouve les mêmes types de mots d'ordre marxistes, cela est dû au marxisme, en fait, qui est une idéologie mondialisée à l'époque, et qui fait que, qu'on soit japonais, qu'on soit étudiant japonais, français, ou allemand, ou italien à l'époque, on retrouve le même type de discours. On retrouve des discours, une idéologie similaire qui va unir tous les mouvements dans des réflexes, des manières de s'organiser, des mots d'ordre qui se ressemblent en fait. Et aussi des lieux de lutte qui sont communs, des sites de lutte qui sont communs. Donc là, vous avez entendu guerre du Vietnam, il me semble, dans l'extrait. Lutte contre, dans les universités, c'est des luttes contre l'autorité. Un peu, ça a continué, ça existe toujours. Mais au plan mondial, il y a pas mal de luttes aussi contre la guerre du Vietnam, etc. Donc souvent, ces étudiants-là, qui partent d'une idéologie marxiste, vont au fur et à mesure radicaliser leur lutte
Et là, c'est plutôt des manifestations assez classiques contre la police, etc. Mais très vite, en fait, ils vont être dans une logique de plus en plus radicale et on va retrouver des structures qui sont un peu similaires à des luttes plus récentes. Donc, moi, quand je parle de ça, je ne parle pas pour dire qu'il faut partager leurs idées. Enfin, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut partager leurs idées. Je vous dis juste qu'en fait, je vous explique juste la genèse en fait, d'un type d'idéologie et comment un type d'idéologie qui était plutôt positif, c'est-à-dire que ça parle d'autonomie, de la subjectivité, de la capacité à changer l'histoire, comment cette logique-là, finalement, qui part d'une idée d'émancipation, va aboutir à des luttes qui peuvent d'abord paraître légitimes, mais au fur et à mesure, la violence va s'accentuer. Donc ça, on va le voir au Japon. Et parmi les cinéastes que j'ai, Oshima Nagisa, Wakamatsu qui a fait ce film-là en 2007, il y en a un troisième qui s'appelle Adachi Masao. Certains vont vraiment tellement fréquenter ces milieux étudiants et marxistes de près, qui vont eux-mêmes, du moins Wakamatsu et Adachi, rejoindre des terrains de lutte. Et toujours en évoquant cette idée de Shutaisei qu'il faut que la subjectivité s'incarne, qu'elle soit dans l'action et pas juste dans la contemplation. Saragi-san, あんた東大の件どう総括してる？それぞれが自らの活動を点検し、その課題を洗い出してほしい。黙っているということは、自分の活動に問題が何もないということ？本当にみんな共産主義化し得るの？革命に勝利するには、党の一人一人が徹底した自己批判をやり遂げなくてはならないの。みんな真剣に自分の課題と向き合い、しっかりそれを総括して。私はこのままだと共産主義化を達成できそうもありません。なぜなら私は昨年逃亡して処刑された向山君と男女関係を持ちました。そのことと獄中の渡辺君とのことを総括しなければ共産主義化はできないと思います。それだけ？広報メンバーに会ったとき、カンパのお金でパンタロンを買いました。また、連絡で山を降りたとき、高崎でパーマをかけました。さん、お付きはないの山よ。Donc là, en fait, là, c'est un des groupes d'étudiants qui s'est radicalisé. Et ils sont dans une situation où en fait, ils se retrouvent en fait, et ils font ce qu'on appelle leur autocritique. À l'époque, non, c'était un truc qui se faisait, c'était l'autocritique. C'était donc des personnes se réunissaient, ils tentaient avec leur catégorie de pensée, c'est-à-dire leur catégorie politique. Toi, tu es stalinien, toi, tu es bourgeois, toi, tu es, je sais pas, t'es révisionniste, etc. Enfin, il y avait un tas de catégories. Donc, selon les groupuscules, il y avait des maoïstes, etc. Donc, selon les groupuscules, il y avait des logiques d'exclusion, c'est-à-dire on acceptait des membres qui répondaient aux catégories idéologiques qui étaient posées. Et il y avait ces phases d'autocritique, mais vraiment dans les groupes radicalisés. Là, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de général. Là, c'est un groupe très spécifique. C'est des étudiants qui, à force d'aller vers la radicalité, sont devenus des terroristes, en fait. Donc là, on a un groupe d'étudiants qui ont fui leur lieu d'études pour soi-disant faire la révolution et qui se retrouvent à chercher parmi leurs membres ceux qui répondent le moins bien à l'idéologie du groupuscule.
Donc, ils sont dans une phase où ils vont voir qui est bourgeois, enfin, qui se comporte comme un bourgeois. Cette fille-là, elle s'est faite une permanente à un moment, donc elle a un comportement bourgeois, etc. Donc, elle doit faire son autocritique et elle a fait l'amour avec un tel. Donc, voilà. Donc, il y a ces phases d'autocritique. いいだろう。革命左派内の遠山問題を解決すべきだ。他にはいないの？そうか。Avancer un peu. Donc, en fait, ça finit concrètement par la lutte armée, puisque c'était une époque où, en fait, c'était une époque où la guerre n'était pas très loin, en fait. C'était une époque où le pacifisme actuel n'était pas très bien installé. Donc, dans le discours, la lutte armée n'était pas vue dans les discours d'extrême gauche. La lutte armée n'était pas vue comme une option à bannir, en fait. Donc, souvent, dans ces années-là, on passait de la manifestation, souvent, les groupes qui se radicalisaient le plus passaient de la manifestation contre les autorités à ce qu'on voit toujours actuellement, c'est-à-dire les manifs, les filles qui tapent sur du monde, des barricades, des cocktails Molotov, etc. Ils passaient à la lutte armée. Donc là, au Japon, on a un cas où on a un groupe qui est très connu, qui s'appelle l'Armée rouge unifiée, qui va passer des manifestations étudiantes à la lutte armée. Et toujours avec un logiciel idéologique, en fait, qui est celui du marxisme. Et voilà, donc en fait, Wakamatsu, le cinéaste qui réalise ce film-là, il le réalise en 2007, c'est un regard rétrospectif, en fait. C'est-à-dire, il réalise ce film-là une bonne quarantaine d'années après les événements. Et il dit, j'ai réalisé ce film-là parce qu'en fait, à l'époque où ces événements ont eu lieu, il n'y avait que le point de vue de la police. Il n'y avait qu'une histoire dite du point de vue de la police. Donc, moi, je voulais raconter l'histoire du point de vue des étudiants qui ont fini par faire cette prise d'otage, en fait, qui se sont engagés dans la lutte armée, qui ont fini par faire cette prise d'otage. J'ai envie de raconter leur point de vue. Sachant qu'Wakamatsu Koji, dans les années 60-70, il était très proche de ces milieux-là, étudiants. Il a fait beaucoup de films visant à agiter, les jeunes, en fait, à les pousser à une lutte qu'il jugeait lui légitime. Donc, en fait, quand il fait ce film-là, il n'a pas envie de faire la leçon. Il n'est pas en train de dire, oui, ils ont mal fini. C'est lui qui tente de montrer le mécanisme, en fait, psychologique et idéologique, puisqu'en fait, il va leur montrer leur évolution psychologique et l'action, en fait, de l'idéologie sur leur psychologie et l'aboutissement de cette logique-là. Il va la montrer comme quelque chose qu'on ne peut percevoir que comme étant négatif du point de vue actuel, parce qu'en fait, ça finit par un bain de sang, ça finit par en fait, leur mouvement d'autocritique. Ils vont faire deux choses, en fait. En s'autocritiquant, ils vont se massacrer entre eux, en fait, ils vont s'entretuer. Et en faisant de la lutte armée, ils vont se faire arrêter, ils vont prendre une otage et ils vont se faire arrêter. Voilà, ils vont prendre une otage et eux se faire arrêter. Donc, ce que montre Wakamatsu avec ce film rétrospectif, c'est le mouvement d'autodestruction c'est le mouvement d'autodestruction du groupuscule, en fait.
この借りを返そう。落とし前をつけよう。何言ってんだよ。今さら落とし前がつけられるのかよ。俺たちみんな勇気がなかったんだよ。俺も。 Donc là, ça finit sur. C'est vers la fin du film. Donc c'est un des gamins qui a rejoint le groupuscule qui en gros qui dit que c'était un échec, qu'il n'y a pas eu de courage, que vous voulez combattre quoi, puisque donc il a vu tout le mouvement d'autodestruction du groupuscule et donc il fait cette critique. Donc on va dire oui. Donc Wakamatsu en 2007. Alors qu'il était dans ces mouvements-là, qu'il y a cru, semble rejoindre un peu une idéologie semble rejoindre un peu une conscience actuelle qui verrait tous les mouvements marxistes des années 60-70 comme ayant abouti à un échec, que ce soit au Japon, dans tous les pays. On a vu ça, on a vu comment ça, comme vraiment le marxisme en tant que puissance politique s'est effondrée avec l'ex-URSS. Donc, on va dire que ce film-là, qui est réalisé après l'effondrement de l'ex-URSS, semble porter un point de vue plutôt amer en fait, sur cette période-là. Et donc, ces événements-là ont lieu en 72, hein, ce moment-là que raconte Wakamatsu avec ce groupuscule qui s'autodétruit. Donc, en fait, ça a lieu en 72. Et pour le Japon, quelque part, c'est la fin de l'extrême gauche japonaise, en fait. C'est le moment où l'extrême gauche perd toute assise populaire. C'est le moment où la population japonaise n'a plus envie de croire aux luttes et où, en fait, tous les partis de gauche en fait, vont perdre leur assise, que ce soit les partis communistes ou socialistes, et où il y aura très peu d'alternatives politiques à partir de 72. Et on va dire que le Japon va rentrer dans une ère néolibérale. Va commencer son entrée dans l'ère néolibérale. Ça va se confirmer bien sûr dans les années 80. Mais le Japon amorce la fin de sa conscience politique d'extrême gauche et son acceptation du destin néolibéral du pays, et aussi en acceptant cela, puisque en fait tous ces jeunes-là qui luttaient et qui avaient un soutien à la population, comme je vous l'ai dit, ils luttaient pour au départ des causes qu'on pouvait comprendre, c'est-à-dire contre la guerre du Vietnam, contre l'installation de bases militaires américaines sur le territoire japonais. Donc au départ, c'était un peu leurs objectifs, et c'était des objectifs qui réunissaient l'ensemble de l'extrême gauche, mais aussi au Japon, bizarrement aussi l'extrême droite était d'accord là-dessus, puisque au Japon, même jusqu'à présent, il y a des bases militaires américaines sur le territoire japonais. Donc à l'époque des luttes, c'est-à-dire entre 1960 et 1972,
l'extrême droite, autant que l'extrême gauche, était plutôt d'accord pour botter le cul aux États-Unis, comme on dit, et de mettre fin à un traité de sécurité nippo-américain qui consistait à dire le Japon, vous ne faites pas d'armes, puisque vous avez fait des conneries pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez été les alliés des nazis, etc. En gros, le Japon, comme l'Allemagne, a perdu sa capacité a été interdit de produire une armée. Des bases américaines ont été installées au Japon. Et donc, il y a eu tout ce mouvement de frustration-là, qui soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui s'est reconnu dans un discours marxiste, et chez les cinéastes, qui s'est aussi reconnu dans la question de la shootai, en fait, de cette subjectivité comprise d'un point de vue marxiste, c'est-à-dire la possibilité pour les masses, en fait, comme le dit Masa Kazunake, pour les masses de participer à la production de l'histoire, de ne plus être des masses passives qui vont au cinéma pour regarder des films ou qui vont consommer, mais d'être des masses qui ont un poids sur l'histoire. Et donc, l'année 72, ce moment que montre Wakamatsu, c'est la fin de tout ça, en fait. Et un de ses amis, Adachi Masao, qui lui, par contre, n'a pas juste fait des films et est parti faire la lutte armée à l'extérieur, dira du Japon à partir de 72, enfin du Japon en fait qui a voulu faire la révolution, c'était une illusion. Il dira la révolution était une illusion, elle n'a pas eu lieu, voilà. Donc c'est un peu la fin quelque part de toutes ces idéologies là. Et plus dans les années 70, en fait, le terme de shootai lui-même, qui était employé très souvent par les cinéastes d'extrême gauche, va commencer à disparaître du vocabulaire idéologique. Il va commencer à perdre sa teinte politique, en fait, et il va rentrer dans le langage commun. Il ne sera plus un terme mobilisateur philosophiquement pour dire, voilà, pour se positionner. Ce sera un terme, maintenant, à mon avis, shootai, ça veut juste dire subjectivité. Donc voilà. Donc, je vous laisse, si vous avez envie de débattre là-dessus. Moi, j'ai pas de point de vue idéologique, en fait, je vous montre juste le truc. Je n'ai pas, envie de dire que, en tout cas, quand je montre ça, j'ai aucun positionnement politique. Donc, c'est juste une histoire. C'est juste l'histoire l'histoire du marxisme et de la shootai au Japon et des cinéastes qui ont voulu en parler, voilà. Qui se sont sentis incarnés dans la shootai et qui ont voulu participer.